Bonjour à tous, je suis Elie Lobel et je vous remercie de votre présence à cette keynote. Donc, pendant laquelle je voudrais vous parler du réseau du futur en matière de communication mobile, le réseau 5G. Et même si ce réseau du futur, le réseau 5G, n'est pas encore aujourd'hui commercialement disponible, j'ai voulu vous en parler parce que la 5G est suffisamment disruptive, à mon avis, pour qu'il soit nécessaire que dès maintenant, on réfléchisse à l'ensemble de ses impacts pour le secteur de la santé. Alors, le réseau 5G va prendre le relais du réseau 3G qui a été lancé il y a maintenant une vingtaine d'années, en 1998, et du réseau 4G qui a été lancé il y a environ 10 ans. Et bien évidemment, ces réseaux 3G, 4G vont continuer d'exister et il va y avoir une cohabitation des différents réseaux pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en France, la 5G n'est pas encore déployée commercialement, mais est-ce que vous avez une idée de la date de lancement à laquelle sont prévues les premières offres 5G en France? 2021. 2021 à ma gauche, qui dit mieux? Donc on prévoit un lancement commercial, enfin jusqu'à hier en fait. Jusqu'à hier, on prévoyait un lancement commercial du réseau 5G en France en 2020. Mais hier, Orange a lancé un gros pavé dans la mare. Vous l'avez peut-être vu. Puisque Orange a annoncé à la surprise générale le lancement des premières offres 6G pour un tarif quand même assez compétitif de 0 € pour 100 ans. Alors, tout le monde a été très étonné puisque le réseau 6G n'existe pas. Il s'est quand même avéré que c'était une fausse publicité faite pour sensibiliser les citoyens français au risque des publicités mensongères et au risque de phishing et d'usurpation de données personnelles de santé. Je pense que vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres des publicités avec plein de fautes d'orthographe. Donc là, pour ceux qui sont assez proches de l'écran, je pense que vous pouvez en repérer quelques-unes. Donc voilà, c'était la petite blague, le petit poisson d'avril d'hier. Pour revenir au réseau 5G, donc effectivement, il va être déployé commercialement en France en 2020, les premiers déploiements commerciaux, mais il faut savoir que en Grande-Bretagne, où les enchères ont eu lieu un petit peu plus tôt qu'en France. En France, elles n'ont pas encore eu lieu, vont avoir eu lieu dans les prochains mois. Le lancement commercial du réseau 5G a déjà démarré. Donc pour l'instant, c'est encore limité. C'est quelques villes, Londres, Édimbourg, Cardiff, Belfast, etc. Mais le réseau est commercialement disponible. Les premiers smartphones compatibles 5G sont aujourd'hui commercialement disponibles. Ils ont été présentés au grand congrès qui a lieu chaque année à Barcelone, qui est le Mobile World Congress. Et ce que vous pouvez voir sur cette photo, c'est le débit qu'on arrive à atteindre avec la 5G, donc un débit qui est pratiquement de 1 gigabit par seconde, qui est en gros un débit 10 fois supérieur à ce que vous avez aujourd'hui avec la 4G. Et c'est évidemment une des caractéristiques, mais on verra que ce n'est pas la seule. Une des caractéristiques clés du réseau 5G, c'est cette capacité à atteindre des débits très élevés. Donc, comme je le disais, les enchères pour les fréquences 5G grand public ont déjà eu lieu en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Il y a eu un petit peu de polémique concernant les prix qui ont été atteints. Elles vont avoir lieu dans quelques mois en France. Et la disponibilité donc, est prévue courant 2020 commercialement dans les premières grandes villes. Et la généralisation sur l'ensemble du territoire se fera évidemment progressivement. Et on estime qu'il va falloir plusieurs années parce qu'il y a tout un enjeu d'infrastructure, de construction d'antennes. Et c'est évidemment des déploiements qui sont longs et complexes. Donc plusieurs années vont être nécessaires pour couvrir le territoire. Et alors même si je travaille chez Orange, je ne suis pas le spécialiste de la technologie 5G. Il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis des années et qui sont bien plus spécialistes que moi. Mais ça me paraissait important de partager ce sujet-là avec vous parce que comme vous le voyez, c'est quand même au coin de la rue. Ça arrive très bientôt. Et pour moi, la 5G va avoir un ensemble d'impacts sur l'écosystème industriel, mais aussi sur l'écosystème de la santé. Ça va avoir des impacts, à mon avis, sur la façon de concevoir les hôpitaux,
ça va avoir des impacts sur la façon de gérer les urgences, ça va avoir des impacts sur la façon de concevoir les dispositifs médicaux. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer ensemble à en prendre conscience, à anticiper, à réfléchir, car ce déploiement de la 5G va effectivement être fortement disruptif sur l'ensemble de ses composantes. Alors pourquoi cela ? En fait, la 5G n'est pas une simple évolution en termes de bande passante du réseau 3G ou 4G. Alors on l'a vu, c'est évidemment un des paramètres importants, une bande passante 10 fois supérieure, peut-être même davantage dans certaines gammes de fréquences, mais elle apporte d'autres caractéristiques qui sont très novatrices. La première de ces caractéristiques, en plus de la bande passante sur laquelle je voudrais insister, c'est ce qu'on appelle je ne sais pas si ça fonctionne, la latence. En fait, une des caractéristiques du réseau 5G, c'est de diminuer significativement la latence entre l'objet mobile et l'antenne. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui la latence classique dans un réseau 4G, elle est de l'ordre de 50 millisecondes pour que le message transite. Et sur les tests qui sont aujourd'hui effectués, tout à l'heure je vous ai montré rapidement la carte des tests, on arrive à des latences qui sont 5 fois inférieures et on espère même pouvoir encore le diminuer d'un facteur 2. Donc on a une latence très réduite et on le verra, c'est extrêmement important pour tout un ensemble d'applications industrielles où on veut pouvoir, avec le réseau 5G, pouvoir contrôler des objets, des robots, des voitures connectées. Un deuxième aspect très important du réseau 5G, c'est son niveau de disponibilité. Le réseau 5G a une disponibilité qui doit atteindre 99,99%, voire davantage, ce qui est un niveau de disponibilité bien supérieur à ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux 4G. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on additionne ces trois caractéristiques de bande passante, de latence et de taux de disponibilité, en fait, on se rend compte qu'on atteint des caractéristiques qui sont aujourd'hui relativement équivalentes à ce que vous pouvez obtenir en fibre optique à votre domicile. Et donc, on a des performances de niveau équivalentes en version mobile à ce qu'on obtient aujourd'hui avec un réseau de type fibre optique sur le dernier kilomètre. Donc, finalement, ça change complètement la façon de réfléchir au dernier kilomètre. L'autre point qui est très significatif et important concernant la 5G, c'est ce qu'on appelle le massive IoT. Donc, c'est l'IoT, c'est les objets connectés. Et la 5G a la capacité de connecter simultanément sur, par exemple, une surface d'un kilomètre carré, quelques centaines de milliers d'objets de façon simultanée, là où la 4G va être capable de connecter quelques milliers d'objets. Donc là, évidemment, on voit l'intérêt dans cette évolution vers une présence ubiquitaire des objets connectés dans les villes, dans les voitures, dans les hôpitaux. La densité d'objets par mètre carré ou par kilomètre carré à connecter, sur lesquels il faut pouvoir récupérer des données mobiles, augmente de façon extrêmement importante. Et donc, il faut une nouvelle technologie pour être capable de gérer toutes ces connexions simultanées. La 5G a aussi d'autres caractéristiques particulières. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes, mais sur la typologie des antennes, sur la capacité à faire du déploiement de sous-réseaux de façon logicielle. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller mettre en place des infrastructures à chaque fois qu'on veut mettre en place un sous-réseau. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et ce qui est effectivement particulièrement intéressant, c'est cette capacité à segmenter et à définir des sous-réseaux à l'intérieur d'un réseau 5G, ce qui n'est pas aujourd'hui aussi simple à faire sur les réseaux actuels. Et donc, ça va permettre de mettre en place des réseaux dédiés à certaines catégories d'usage. Donc, l'idée, c'est que on va pouvoir avoir un sous-réseau dans un réseau 5G qui va être dédié aux voitures connectées, un sous-réseau qui va être dédié à des usages grand public, un sous-réseau qui va être dédié à de la télémétrie. Et donc, l'avantage, c'est que ça va permettre, au sein des caractéristiques de latence, de bande passante et de disponibilité, de choisir exactement le compromis dont moi j'ai besoin
pour mon application en fonction de mes contraintes, de mes enjeux et puis évidemment des impacts financiers que ça peut avoir sur mon modèle économique. Donc ça, c'est un élément important. Et un dernier élément qui n'est pas présent là, mais que je voudrais insister, qui est un petit peu la cerise sur le gâteau ou le gâteau sous la cerise, comme vous préférez, c'est qu'il y a aussi, en termes d'impact énergétique par objet connecté, une très forte diminution de l'impact énergétique, et c'est évidemment un enjeu majeur parce que la multiplication des objets connectés joue un rôle important dans cette consommation d'énergie. Et ça a deux avantages, c'est que donc ça réduit significativement l'impact énergétique par objet connecté, mais que pour le coup, sur un objet connecté alimenté par une pile, ça allonge significativement sa durée de vie, et donc on peut avoir des durées de vie de plusieurs années pour un objet connecté qui n'aura pas besoin d'être ni changé, ni réapprovisionné avec une nouvelle batterie. Alors ça, c'est les caractéristiques techniques présentées succinctement du réseau 5G, mais qu'est-ce que ces caractéristiques vont permettre de faire de nouveau? Alors avant de rentrer sur le secteur de la santé, je voudrais d'abord vous donner quelques exemples de ce qu'il est possible de faire dans plusieurs domaines industriels. Donc d'abord, il y a évidemment un enjeu majeur sur la voiture connectée, parce que la voiture connectée, c'est quand même un des éléments qui tire de façon extrêmement importante ces besoins de nouveaux réseaux. Les voitures connectées, elles vont avoir trois besoins majeurs. Elles vont avoir besoin de communiquer entre elles. Elles vont avoir besoin de communiquer avec les infrastructures à travers lesquelles elles passent, par exemple avec les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les bâtiments, les ponts. Et puis elles vont avoir besoin de communiquer avec le réseau, puisque on parle de voitures connectées. On peut parler aussi de voitures autonomes, et l'enjeu aussi dans les voitures autonomes, c'est pouvoir finalement fournir des contenus, du divertissement aux passagers qui sont présents à bord. Et sur ce sujet-là, évidemment, il faut pouvoir avoir des débits suffisants pour apporter ces contenus. L'autre élément intéressant, alors qui n'est pas vraiment lié à la voiture, mais qui est plutôt lié au train connecté, c'est que le réseau 5G peut fonctionner jusqu'à des vitesses de déplacement d'un véhicule jusqu'à 500 km/h. Là où le réseau 4G est limité à des vitesses de déplacement d'environ 300 km/h, ce qui est, on va dire, la vitesse d'un TGV aujourd'hui, le réseau 5G, lui, va pouvoir fonctionner et assurer la continuité de signal jusqu'à des vitesses de 500 km/h. Donc ce qui là aussi ajoute un élément important. Donc ça, c'est un des premiers cas d'usage, évidemment, la voiture connectée. Le deuxième cas d'usage, c'est le divertissement, avec le fait de pouvoir disposer de vidéos en streaming haute définition sur des appareils mobiles de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide. Donc là, il y a un enjeu sur toute la partie contenu, divertissement. Et il y a un événement important qui va forcément être un cas d'usage qui va attirer l'attention. C'est la Coupe d'Europe de football qui va avoir lieu l'année prochaine, mi-2020, dans plusieurs pays d'Europe. Et donc là, on va voir évidemment un certain nombre de démos de ce qu'il est possible de faire en termes de qualité d'image sur des dispositifs mobiles grâce au réseau 5G. Alors deux autres exemples que je voudrais vous citer. Il y a évidemment tout ce qui concerne la capacité à gérer les villes connectées, ce qu'on appelle les smart cities. Les smart cities, c'est toute cette capacité à faire remonter des informations en temps réel depuis l'ensemble des équipements, que ce soit les équipements d'éclairage, que ce soit les parkings, que ce soit l'ensemble des infrastructures qui sont présentes dans une ville, et de pouvoir utiliser en temps réel ces informations pour optimiser l'usage des infrastructures, optimiser l'usage énergétique. Donc typiquement, pas la peine d'allumer un lampadaire dans une ville la nuit si il n'y a pas de présence humaine dans cet environnement. Donc on a tout un ensemble d'enjeux où on va avoir un déploiement de plus en plus massif de ces capteurs connectés à l'intérieur des villes intelligentes, qui vont permettre là aussi, en fonction de la température, en fonction de l'humidité, d'adapter le fonctionnement des infrastructures de la ville pour en optimiser l'usage. Le quatrième exemple que je voudrais citer, qui n'est pas illustré ici,
c'est celui des usines de nouvelle génération, des usines 4.0, où là, l'élément vraiment majeur, c'est cette capacité à connecter un très grand nombre d'objets à l'intérieur de l'usine. Et il y a aujourd'hui des tests, vous pouvez voir des vidéos sur Internet là-dessus, mais des tests de robots qui collaborent entre eux à l'intérieur des usines pour construire par exemple des voitures, donc dans les usines du futur, avec une capacité pour le coup à fabriquer de façon extrêmement customisée à la demande en temps réel la voiture exactement conforme aux spécifications qui ont été demandées par le client, avec pour ce faire la nécessité de faire collaborer entre eux différents robots qui vont se déplacer, qui vont échanger des informations, et la capacité du réseau 5G à fournir du haut débit, à fournir des latences extrêmement faibles qui sont nécessaires pour assurer une bonne coordination des robots entre eux, permet effectivement de mettre en œuvre des usines qui atteignent un niveau d'automatisation et un niveau de collaboration des différents robots entre eux de façon assez exemplaire et assez stupéfiante en matière de démonstration de ce qu'il est possible de faire avec ce type de technologie. Alors maintenant, évidemment, le sujet qui va nous intéresser, c'est le sujet de la santé. Alors sur le sujet de la santé, les impacts vont être multiples. Je pense qu'ils vont être un petit peu plus lents à se mettre en place, parce que c'est vrai que les drivers autour de la voiture connectée, autour des usines connectées, vont être des éléments très prometteurs en termes de retour sur investissement, et vont avoir des opportunités et vont tirer l'ensemble de l'écosystème. Mais je voudrais quand même explorer avec vous plusieurs thématiques autour du secteur de la santé. D'abord, au sein de l'hôpital. Alors, au sein de l'hôpital, une des applications, on va dire, les plus emblématiques, celle qui a été démontrée, donc ici, là, je vous montre des copies d'écran d'une vidéo, d'une intervention qui a eu lieu au dernier Mobile World Congress, où un des chirurgiens de l'hôpital de Barcelone a réalisé une chirurgie à distance avec un robot qui était situé à quelques kilomètres du centre de congrès dans un hôpital à Barcelone. Et donc, le robot était piloté à distance par ce chirurgien, en profitant évidemment des caractéristiques de très faible latence et de bande passante et de haute disponibilité que permet la 5G. Donc ça, c'est évidemment un point particulièrement intéressant, parce que ça va évidemment favoriser le développement de la téléchirurgie, donc le développement de la capacité à opérer le patient au plus proche de là où il est, dans un écosystème où effectivement le patient n'est pas forcément toujours déplaçable. Ça peut être aussi très intéressant dans des situations extrêmes, qui peuvent être des situations de théâtre d'opération militaire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au niveau du robot, aujourd'hui, les robots de téléchirurgie sont souvent assez massifs, parce qu'il y a toute une partie des calculs sur les données d'image, les données vidéo qui sont faites, et sur les données de mobilité des instruments chirurgicaux qui sont faites directement dans le robot, pour effectivement avoir le moins de latence possible, parce que tout l'enjeu de la latence est extrêmement important pour la qualité du mode de fonctionnement du chirurgien. Et donc à partir du moment où on a un réseau mobile très haut débit, ça peut permettre aussi de diminuer finalement ce qu'on embarque comme capacité de calcul à l'intérieur du robot, et de faire des robots de téléchirurgie plus légers. Donc ça aussi, c'est un avantage, et ça permettra de les déployer plus facilement. Donc ça, c'est l'exemple, on va dire, un petit peu emblématique, celui qu'on aime bien présenter, mais je pense qu'il y a quand même d'autres applications peut-être un petit peu moins glamour que celles-là, qui sont importantes à prendre en compte. D'abord, ça va être la généralisation du réseau mobile à l'intérieur de l'hôpital, parce que le gros avantage de la 5G, c'est compte tenu de ses performances, il peut largement remplacer dans tout un ensemble de cas un réseau fibré. Donc c'est évidemment un gros avantage en termes de mise en œuvre, et en plus, comme on peut le segmenter, ça permet d'avoir un sous-réseau pour les usages prioritaires ultra haute disponibilité, un deuxième réseau pour l'accès des professionnels de santé au
RCH, un troisième pour l'IoT médical et puis un quatrième pour les usages de divertissement pour les patients ou les accompagnants. Le fait en plus de segmenter comme ça permet pour chacun de ces réseaux de choisir les bonnes caractéristiques de performance, permet de prioriser si jamais il y a une trop grosse consommation de bande passante, et ça permet de sécuriser parce que ça évite aussi qu'on puisse utiliser une porte d'entrée pour passer sur un réseau à plus fort risque de confidentialité. Ça va permettre de favoriser le développement des réunions de concertation pluridisciplinaires à distance, en virtuel. Surtout, on voit avec les GHT, les experts qui participent au RCP, ils ne sont pas forcément physiquement présents au même endroit, donc on va pouvoir déployer cela. Et globalement, l'ensemble de ces caractéristiques font que ça va avoir un impact sur la façon dont on va concevoir l'architecture hospitalière, puisque ça va effectivement ouvrir de nouvelles perspectives, permettre de modifier les besoins de fibrage, et donc favoriser finalement d'autres modes de pratique à l'intérieur de l'hôpital, d'autres modes de mise en œuvre d'une salle de chirurgie qui pourrait être complètement wireless. Et donc pour les architectes hospitaliers, pour ceux qui aujourd'hui développent des projets de nouveaux bâtiments hospitaliers, c'est évidemment un élément essentiel à prendre en compte. Le deuxième cas d'usage que je voudrais partager avec vous, c'est la prise en charge des urgences. Donc là, ce sujet-là, pour moi, est vraiment tiré par ce développement de la voiture connectée. Et on verra aussi pourquoi en termes d'aménagement du territoire. Et là, la 5G va nous permettre, par exemple en situation de crise sanitaire, d'envoyer facilement des professionnels de premier secours équipés de lunettes connectées sur le site de l'incident, et parfois il y a malheureusement plusieurs sites où il faut intervenir simultanément, et de faire remonter les informations en temps réel vers une salle de crise centralisée. Donc on va pouvoir avoir des espèces de war room pour piloter de façon centralisée l'intervention des différents professionnels de santé de premier secours qui vont sur le terrain. Ça va permettre évidemment de superviser les cas critiques en immersion directe avec de la visioconférence à distance. Et un autre cas d'usage, alors ici c'est illustré, c'est un des cas d'usage qui est mis en place dans le cadre en Angleterre avec le NHS. C'est lors du rapatriement vers l'hôpital, d'avoir l'ambulance elle-même connectée qui va permettre d'avoir un suivi en temps réel de la situation du patient à bord de l'ambulance et d'avoir une remontée d'informations en continu, en particulier des constantes vitales donc de l'ambulance vers la salle de crise. Et ici l'exemple qui est montré, c'est un exemple de télééchographie, et je pense que vous avez peut-être déjà vu ce robot de télééchographie qui est développé par une boîte française qui s'appelle Adécotech. Ils étaient venus précédemment aux universités de la e-santé, donc certains d'entre vous les ont peut-être vus. Et effectivement, on va pouvoir en direct, depuis l'ambulance, commencer à faire un premier bilan du patient, beaucoup plus avancé que ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Et donc, quand le patient arrivera depuis le site où il a été pris en charge jusqu'à l'hôpital, on aura une capacité à définir la prise en charge opérationnelle dans l'hôpital qui sera beaucoup plus fine et donc beaucoup plus efficace et donc beaucoup plus rapide que ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Le troisième exemple que je voudrais partager avec vous, c'est ce qu'on peut faire en ville, on va dire plutôt en situation non urgente. Donc ce que j'illustre pas là, mais évidemment la 5G va favoriser la mise en place de systèmes de téléconsultation, par exemple sur des dispositifs de type véhicules équipés pour pouvoir aller se déplacer sur les routes et aller apporter des systèmes de diagnostic au plus proche des patients pour ne pas nécessairement avoir besoin de systématiquement déplacer les patients. Donc apporter des équipements d'imagerie et d'exploration diagnostique de haut niveau en zone sous-dense. Ça va permettre aussi de favoriser la téléconsultation haute définition entre un EHPAD par exemple et un centre hospitalier de référence. Mais ce que j'illustre ici, c'est un autre cas d'usage qui sont le fait d'avoir des dispositifs médicaux implantés. Donc là, il y a deux exemples. Là, il y en a un, c'est un
un défibrillateur implanté pour un patient atteint de troubles du rythme. Et ça, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est le système de cœur artificiel de la société Carmat qui est aujourd'hui en test, qui sont évidemment des systèmes implantés qui remontent énormément de données, et la capacité à pouvoir traiter ces données de façon continue en temps réel va permettre, en termes de télésuivi, de télésurveillance des patients, d'avoir une capacité de prédiction et donc une capacité d'intervention significativement accrue. Mais pour cela, il faut effectivement avoir un réseau de très haute capacité et surtout de très haute disponibilité pour pouvoir avoir une remontée des informations qui soit parfaitement fiable. Donc globalement, ces différents exemples qui ne se veulent pas exhaustifs, mais qui sont là, on va dire, pour stimuler la réflexion, parce que tous ces cas d'usage aujourd'hui sont en cours de test et vont se déployer évidemment progressivement en fonction des enjeux principaux. Pour vous montrer qu'on doit se préparer à l'arrivée de la 5G, expérimenter ces usages du futur. Et puis aussi, peut-être en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que la 5G, donc on a vu les enjeux technologiques, on a vu les enjeux d'usage, mais en termes sociétal et géopolitiques, c'est aussi une technologie qui emporte beaucoup de défis. Alors le premier, c'est que c'est évidemment un enjeu économique. Aujourd'hui, c'est la grande compétition entre l'Asie, les États-Unis et l'Europe sur le sujet. C'est aussi un enjeu de souveraineté. C'est un réseau sur lequel les données vont se circuler de façon extrêmement dense. C'est le réseau de communication du futur. Donc on voit ici les pays dans lesquels le niveau d'avancement en termes de préparation au déploiement de la 5G est le plus avancé. Donc on voit que les pays asiatiques et les États-Unis ont une longueur d'avance. L'Europe aujourd'hui, avec l'Angleterre en tête, est dans le deuxième peloton, et certains pays qui sont cités dans cette étude, comme le Canada, la Russie ou Singapour, sont encore un petit peu plus lents en termes de déploiement. Néanmoins, c'est des enjeux de souveraineté, des enjeux financiers aussi, avec des investissements qui sont colossaux. Et donc, je ne sais pas si vous avez suivi la polémique sur les enchères autour des fréquences 5G. Donc, on voit quand même une évolution des gouvernements sur le sujet, parce que quand il y avait eu les enchères sur les fréquences 4G, ça avait atteint des tarifs complètement exorbitants qui, pour le coup, posent un énorme problème, parce que ça se fait au détriment des capacités de déploiement d'infrastructures sur le territoire, parce que les ressources ne sont pas infinies. Et donc en France, le gouvernement, en tout cas, semble s'orienter sur un arbitrage où le prix des enchères va être, on va dire, raisonnable, mais va embarquer des obligations des opérateurs en termes de couverture du territoire. Et donc, 2 minutes, oui, c'est parfait, j'ai presque terminé. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire et de couverture territoriale. Et je sais que c'est souvent un enjeu qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, pour illustrer ça, je vous ai pris 3 cartes, qui sont les cartes de l'ARCEP. Alors, c'est issu du site de l'ARCEP, donc voilà, c'est relativement, c'est une source relativement fiable dont on peut difficilement contester l'impartialité. En tout cas, c'est la meilleure source, à mon avis, dont on dispose. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est la carte de la couverture en Internet mobile 3G en France. Alors, en termes de population, on a plus de 99% de la population qui est couverte. Et en termes de territoire, de surface territoriale couverte, on a, suivant les opérateurs, entre 93 et 98% du territoire qui est couvert en 3G. Donc il y a quelques zones blanches, hein, vous n'êtes peut-être pas assez près de l'écran, mais on les voit pas très bien, il y en a extrêmement peu. En revanche, si on regarde la carte de couverture territoriale de la 4G, donc là évidemment c'est moins performant. En termes de population, on est toujours à un taux de population de près de 99% qui est couvert par la 4G, mais en termes de surface géographique, suivant les opérateurs, ça varie entre 71 et 86% du territoire qui est couvert. Donc il y a évidemment un enjeu à favoriser
une couverture territoriale la plus fine possible. Dans les enjeux qui nous concernent, qui sont les enjeux de télémédecine, moi je pense qu'il va y avoir un élément très important qui est la couverture des réseaux routiers, parce que finalement les enjeux de télémédecine vont s'orienter vers le fait de pouvoir disposer de dispositifs en particulier embarqués sur des véhicules qui vont pouvoir aller au plus proche des zones où les patients ont besoin d'accéder, comme on le disait tout à l'heure, à des moyens d'investigation, des moyens de diagnostic. Et là, il y a, ce qui est intéressant à mon avis dans la 5G, c'est qu'il y a une convergence objective d'intérêt entre l'industrie automobile qui va avoir besoin de 5G partout où les véhicules vont se déplacer pour fournir du divertissement, pouvoir remonter les informations depuis les véhicules de façon massive, et la télémédecine et les enjeux de santé connectée. Pour terminer, et je pense que ce sera ma dernière diapositive, c'est aussi un enjeu d'innovation. Donc là, je vous présente une photo qui a été prise au dernier Vivatech, qui a eu lieu au mois de juin, où il y a eu un challenge organisé par Orange, où plusieurs entreprises ont candidaté, et donc là, on voit les lauréats. Il y a eu, pour votre information, 2 entreprises dans le secteur de la santé qui ont candidaté, une dans le domaine des solutions logicielles utilisant des casques de réalité virtuelle pour favoriser l'usage de l'hypnose en salle de chirurgie. Donc ça s'appelle HypnoVR, et qui permet d'obtenir grâce à ces casques de réalité virtuelle une diminution significative des doses de morphinique utilisées pendant la chirurgie. Et une autre start-up qui s'appelle Compile Robotics, qui développe des robots d'assistance aux personnes âgées, et donc qui ont besoin de connectivité au domicile ou dans les EHPAD, et qui là aussi sont intéressés par les performances de la 5G. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, et en conclusion, il faut anticiper ces nouveaux usages. On a besoin de travailler chez les opérateurs, chez Orange, avec les gens du terrain, ceux qui ont les cas d'usage, ceux qui ont les besoins, et donc je suis évidemment à votre disposition si c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous voulez discuter. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Oui. Oui, tu as parlé dans le maillage de l'hôpital. Donc la 5G, ça permettra de remplacer les réseaux internes Wi-Fi, par exemple? Alors, la 5G peut tout à fait être une option, effectivement, pour optimiser le réseau de l'hôpital. Donc, il va y avoir la possibilité de faire coopérer. Enfin, c'est ce qui est intéressant dans le standard 5G, c'est qu'il est capable de faire coopérer les différents réseaux existants entre eux. Mais le Wi-Fi peut rester une option suivant les caractéristiques dont tu as besoin en termes de bande passante, en termes de distance et en termes d'antennes disponibles. Donc, il va y avoir un arbitrage à faire en fonction des caractéristiques de dispersion géographique de ton hôpital. La 5G fonctionne suivant différentes fréquences. Les fréquences que tu utilises pénètrent plus ou moins loin. Donc il y a un compromis à faire entre la bande passante et la capacité de pénétration des fréquences. Donc suivant tes besoins. Le fibrage, c'est le fibrage entre les bâtiments. Exactement. Donc la 5G, là où elle est utile, c'est pour ce que j'appellerais le dernier kilomètre finalement. C'est pour le dernier kilomètre. Mais elle ne va pas nécessairement... elle va venir... Le cœur de réseau, lui, reste complètement fibré. Le cœur de réseau 5G, lui, reste complètement fibré, mais c'est ton dernier kilomètre qui est géré. Et là où ça te change la donne, c'est sur la façon, par exemple, de concevoir ta salle de chirurgie. Où grâce au débit que te permet la 5G, tu peux connecter beaucoup plus facilement et sans fil tout un ensemble d'équipements de ta salle de chirurgie sans avoir besoin de déployer du réseau et de la fibre. Dans la conception des bâtiments, au moment de la conception de l'hôpital, c'est soit on conçoit avec un réseau Wi-Fi, ou à la limite on peut s'en passer. Donc ça veut dire que ça allège le coût, ça peut réaménager. Ça peut peut-être nous intéresser aussi pour Isis, parce que le Wi-Fi c'est compliqué ici. Alors il y a Ousseynou, Philippe qui voulait poser une question. Je lui ai demandé de faire très rapidement parce qu'en fait la session elle commence à 16h30 et il est 16h33. L'autre. Non,
c'est juste pour savoir, est-ce que toutes les études d'impact environnemental ont été effectuées en France? Bon, en ce qui concerne la puissance, les rayonnements électromagnétiques, est-ce que toutes ces études déjà ont été effectuées et validées en France? Merci. Oui, alors ça, effectivement, vous avez raison d'insister sur ce point-là. C'est un sujet qui est un sujet d'attention. Donc il y a eu quand même un travail fait par une agence nationale qui justement surveille tous les sujets liés au rayonnement, qui est l'ANFR, qui a fait plus de 3000 mesures sur le niveau de rayonnement qui est obtenu avec les réseaux 5G. Et j'ai montré tout à l'heure rapidement, il y a des expérimentations qui ont lieu en France sur tout le territoire, et ça fait évidemment partie des points d'attention. Donc globalement, en tout cas aujourd'hui, les niveaux de rayonnement sont inférieurs largement aux normes qui existent au niveau européen en termes d'exposition au rayonnement des populations. Donc c'est un point sur lequel il faut rester attentif. Les mesures qui sont faites actuellement, et c'est un point d'attention sur la façon de concevoir les antennes, hein, sur la façon évidemment aussi de concevoir les dispositifs mobiles, hein, mais les études qui sont aujourd'hui disponibles montrent qu'on est largement en dessous des seuils limites qui sont eux-mêmes largement en dessous des seuils pour lesquels on a démontré un risque pour l'individu. Tous les BTS utilisés aujourd'hui au niveau du 4G seront out ou ils seront utilisés? Non, parce qu'en fait, il va y avoir une coexistence, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir une coexistence pendant un certain temps, et même pendant, à mon avis, longtemps, de la 3G, de la 4G et de la 5G, parce que le point important, c'est que les bandes de fréquences qui sont utilisées en 5G ont des très bonnes caractéristiques en termes de bande passante, mais par exemple, elles pénètrent de façon différente suivant la bande de fréquence à l'intérieur des bâtiments. Donc vous pouvez tout à fait avoir besoin, dans certains cas, de la 4G pour bien pénétrer dans les bâtiments, et de la 5G pour gérer tout le reste des besoins de communication qui sont hors des bâtiments, et du coup ça libère en plus de la bande passante de la 4G pour pouvoir la concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc vous arrivez à obtenir des compromis intéressants en couplant les technologies. Une remarque complémentaire par rapport au CNUBA, c'est en termes d'interférence avec certains matériels biomédicaux, je pense un peu ça, un bloc opératoire, etc., ou en radio, etc. On sait très bien que dans certaines zones hospitalières, les plateaux techniques, souvent on préconise aux gens justement de couper leur portable, de pas, en raison d'interférence. Est-ce que la 5G va supprimer justement ça ou pas ? Alors ça, c'est un point effectivement d'attention, et c'est un des sujets sur lesquels on doit travailler de façon approfondie avec l'ensemble des constructeurs, donc en particulier de dispositifs médicaux. On a parlé tout à l'heure des dispositifs médicaux implantables, mais c'est effectivement un des points sur lequel on doit être très attentif pour s'assurer que opérationnellement, on est capable de faire fonctionner ces réseaux-là avec une gestion qui soit maîtrisée des risques d'interférence. Très bien, je vous remercie. Je pense qu'on peut encore applaudir Elie Lebel. Merci beaucoup, Elie.